Comme pour chaque rassemblement, grand rassemblement des Lakota Sioux, chaque année, à l'époque des danses du soleil, comme nous verrons plus tard, le campement se constitue de manière suivante. À l'extrême sud, à l'entrée sud, vous avez le clan des Hunkpapa emmené par Sitting Bull. Si on remonte vers le nord en passant par l'ouest du cercle, on va avoir le clan des Santee Sioux, le clan des Yankton, le clan des Oglala et enfin les Cheyennes à l'extrême nord. Alors, même si ces derniers n'ont aucune racine linguistique commune avec les Lakota, ce sont des amis traditionnels et de longue date. Ensuite, si je retourne vers le sud du cercle en passant par le côté est, je vais trouver les Mnikrowoju, les Brûlés, les Blackfoot Dakota et enfin les Sans-Arc. Au centre du campement, il y a le grand tipi, le tipi du conseil. Alors ce jour-là, le campement est d'une telle ampleur qu'il fait environ 2,5 km de diamètre. Il y a environ 10 000 personnes sur ce campement, dont 3 à 4 000 guerriers. Ce jour-là aussi, ce matin-là plutôt, quelques kilomètres au sud du campement, il y a la colonne du général George Armstrong Custer. Le général Custer, c'est un général spécialiste dans la guerre indienne qui est connu sous le nom du tueur de femmes et d'enfants par les Lakota. Alors il fait déjà partie d'une controverse qui a eu lieu quelques années plus tard, en 1868, lors du massacre de Washita River, ou alors la bataille de Washita River. Ça dépend qui c'est qui raconte ou quel livre d'histoire vous employez. Donc nous avons ce général Custer qui s'apprête à attaquer cet immense camp par surprise. Alors ils viennent de diviser ses forces en 3 sections. La première sera emmenée par lui, la deuxième est emmenée par le major Marcus Reno, et la troisième est emmenée par le capitaine Frédéric Bentin. Nous sommes le 25 juin 1876. Dans quelques heures, il y aura la bataille qui va devenir la bataille la plus célèbre des guerres indiennes, à savoir la bataille de Little Bighorn. Alors, bon, mis à part parler des stratégies qui ont permis aux vainqueurs de l'emporter, qui ont causé la perte du vaincu, ce qui est intéressant, c'est de connaître les tenants et les aboutissants et le contexte qui a amené à une telle bataille. C'est pour ça que nous allons faire un bond quelques dizaines d'années auparavant, afin d'établir le contexte. Alors, en 1851, il y a un décret qui est signé, qui s'appelle Appropriation Act, c'est-à-dire le décret d'appropriation. Ce décret est reconnu comme le point de départ de la politique des réserves indiennes. Alors, qu'est-ce qu'il implique, ce décret? Déjà, il implique que le gouvernement va allouer des fonds pour relocaliser les Indiens et pour subvenir aux besoins de ces Indiens, va leur envoyer des denrées, des vivres et toutes sortes d'ustensiles et d'équipements. Moyennant quoi, ces Indiens promettent de rester dans un territoire réservé, ce qui est la véritable signification du mot réserve. Ça n'a rien à voir avec une réserve animale, ça vient de reserve territory, c'est-à-dire territoire réservé. C'est donc à partir de 1851 que vont avoir lieu tous les traités dont vous avez entendu parler, l'histoire des traités. Alors en parlant de traités, on arrive en 1868. Là, il y a un traité qui est très important pour la suite de l'histoire, c'est le traité de Fort Laramie. Donc par ce traité, les Indiens des plaines, c'est-à-dire Lakota, Cheyenne et Arapaho, prennent possession, ou gardent en leur possession plutôt, un territoire qui s'appelle les Black Hills. C'est une chaîne montagneuse qui est à cheval sur le Montana, le Wyoming et le Dakota, et que ces Indiens considèrent comme étant le centre du monde. Alors pour comprendre, il faut savoir que dans la culture amérindienne, la vision du monde est circulaire et tout a un centre. En ce qui concerne le monde des Cheyennes, des Lakota et des Arapaho et d'autres, le centre, c'est les Black Hills, cette chaîne montagneuse. Donc ce traité stipule que les Black Hills font partie des territoires indiens, comme c'est stipulé dans les traités, tant que l'eau coulera, que le soleil se lèvera, donc pour l'éternité, et en ce qui concerne les Américains, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on trouve autre chose. Alors, en 1871, 3 ans plus tard, il y a un amendement au décret d'appropriation qui a été, comme je vous le dis, édifié en 1851. Il y a un amendement qui va être très important pour la suite. Cet amendement de 1871 stipule que, à partir de cette date,
les Indiens ne sont plus considérés comme faisant partie de différentes nations indiennes indépendantes et souveraines, donc ne sont plus aptes à traiter avec le gouvernement américain d'égal à égal, c'est-à-dire de nation à nation, de représentant à représentant, mais vont être, à partir de cette date, considérés comme étant des pupilles de la nation, c'est-à-dire vont avoir le statut d'un enfant ou d'un adulte handicapé, comme s'ils étaient sous tutelle. C'est à partir de 1871. Alors, on va arriver maintenant à l'année, à l'été 1874. Donc, même si le traité de Fort Laramie 1868 stipulait que ce territoire était entièrement territoire indien, donc interdit aux colons blancs et aux prospecteurs, vous vous doutez bien qu'il va quand même y avoir notamment des chercheurs d'or qui vont s'infiltrer de plus en plus dans ce territoire indien pour voir s'ils trouvent de l'or. Et bien entendu, ils trouvent de l'or. Alors la rumeur, bien entendu, se répand comme une traînée de poudre, vous pensez bien, des filons d'or qui sont trouvés. Et en 1874, donc le mois où la lune où les cerises sont rouges, c'est le nom qu'on donne en Sioux, c'est bien ça, c'est le mois de juillet, le gouvernement décide d'envoyer un détachement militaire pour s'assurer de l'authenticité de la rumeur. Ce détachement militaire, il s'agit du 7e de cavalerie, c'est-à-dire le détachement du général George Armstrong Custer. Alors, il constate l'authenticité de la rumeur et fait son rapport à Washington. Un grand leader Lakota Sioux, qui vient du clan des Oglala et qui s'appelle Nuage Rouge, Marpealuta en Lakota, rentre dans une colère noire en apprenant l'arrivée de soldats sur ce territoire sacré. Il en fait part à ce que les Indiens appellent le grand-père ou le père de tous, c'est-à-dire le président de l'époque, qui n'est autre que Ulysse Grant. Donc ce dernier promet de voir ce qu'il peut faire pour endiguer ce flot de chercheurs d'or. Bon, cet été-là, en 1874, Nuage Rouge est très occupé sur sa réserve qui se trouve dans le Montana, et il est occupé avec des histoires de denrées qui sont arrivées et qui sont avariées. Donc il est en conflit avec l'agent de la réserve qui s'appelle John Saville. Je fais une parenthèse pour vous parler aussi du contexte et pour expliquer pourquoi ces denrées avariées. Dans ces années-là, et jusque dans les années 76, quelques années plus tard, il y a un grand scandale qui éclate aux États-Unis, qui est le scandale qu'on appelle Indian Rings Fraud, c'est-à-dire la fraude du cercle indien. Alors pourquoi du cercle indien? Parce que ce cercle est constitué, est occulte, mais est constitué de politiciens, d'agents du gouvernement et de commerçants. Alors, en quoi consiste ce cercle? Bon, vous imaginez bien que depuis la mise en réserve des Indiens et la mise en branle du programme de fourniture de denrées à ces Indiens en réserve, il y a tout un programme qui a vu le jour pour l'acheminement de ces denrées et pour la production de ces denrées. À l'époque, la plupart des industries, des marchés et des grandes entreprises sont sur la côte est des États-Unis, dans les grandes villes. Alors, je vous laisse imaginer la quantité monumentale de denrées qu'il faut acheminer et les distances immenses qu'il faut parcourir. Donc, ce cercle occulte de l'Indian Rings, c'est en fait une bande d'escrocs qui spéculent justement sur ces denrées et qui, par tous les moyens possibles, en tirent des profits immenses, c'est-à-dire par de la surfacturation, par de la non-livraison de denrées ou de la livraison minime par rapport aux quantités achetées, par l'échange de denrées avariées en gardant les denrées de bonne qualité. En fait, tous les moyens possibles et imaginables, et ce cercle occulte brasse des millions de dollars. Donc nous sommes en plein scandale de l'Indian Rings à cette époque-là. C'est justement ce qui corrobore le fait que justement cet été 1874, Nuage Rouge soit aux prises avec l'agent responsable de sa réserve par rapport à des denrées avariées.
Deuxième répercussion de cette ambiance sur la réserve pour Nuage Rouge, c'est que ça l'empêche de prendre la véritable mesure de la colère qui va envahir les guerriers de sa tribu et d'autres quand ils vont apprendre que des soldats ont traversé ce territoire sacré des Black Hills. Alors, à l'époque, dans les traités, il est stipulé que les chasseurs, donc, pendant la période de chasse, printemps-été, peuvent sortir de la réserve pour aller chasser sur des territoires qui sont à l'époque non cédés, c'est-à-dire qui n'appartiennent ni à des colons, ni aux Indiens. C'est ce qui se passe cette année-là, comme chaque année. Ces guerriers et ces chasseurs de la tribu de Nuage Rouge sont partis cette année-là dans les Black Hills. Bien entendu, ils ont croisé les soldats du général Custer. Et c'est donc, comme il était prévu, ou comme c'était à prévoir à l'automne de cette année-là, aux environs du mois d'octobre, que ces chasseurs rentrent à la réserve de Nuage Rouge et sont en effet fous de rage d'avoir croisé des soldats sur leur territoire sacré. C'est là qu'a lieu un premier incident, que je vais appeler l'incident du drapeau, incident qui montre bien la tension qui commence à naître avec l'apparition de ces soldats et qui va se solder à la fin par la bataille de Little Bighorn. Alors, l'incident du drapeau, c'est au mois d'octobre. Comme je vous l'ai dit, ces chasseurs qui étaient partis dans les Black Hills et qui reviennent, fous de rage, voient que l'agent Saville est en train d'essayer de faire installer un drapeau américain sur la palissade de la réserve. Donc un acte complètement anodin qui serait passé inaperçu dans un autre contexte. Mais là, la tension est à son comble. Alors Saville fait couper un arbre, tailler un poteau pour placer ce drapeau. Les jeunes guerriers et jeunes chasseurs qui sont de retour et qui sont fous de rage ne l'entendent pas de la même oreille et décident d'empêcher ce drapeau d'être mis sur la palissade. Donc, ils arrivent avec leur hache, leur hachette et découpent le poteau en plusieurs morceaux, ce qui a pour conséquence de faire entrer l'agent Saville dans une colère noire. Alors, ce dernier décide d'en appeler à des soldats du fort Robinson, qui est pas loin, pour venir rétablir l'ordre. Sauf qu'entre-temps, ces jeunes guerriers sont allés chercher leurs armes, leurs chevaux, et partent à la rencontre des soldats du fort Robinson. Alors, ils ne les attaquent pas, mais ils les provoquent. Ils les charrient, ils essayent de provoquer un incident. Jusqu'à ce que la police indienne de la réserve, qui est emmenée par un jeune homme qui s'appelle jeune homme ayant peur de son cheval, arrive avec la police indienne, s'interpose entre les guerriers hostiles et les soldats et arrive à escorter les soldats pour qu'ils puissent retourner vers leur fort. Bon, la tension est maintenue sur la réserve, mais ces jeunes guerriers seront finalement calmés par le père du policier qui lui s'appelle vieil homme ayant peur de son cheval. Donc, logique. Alors, ça a des conséquences, cet incident, c'est que juste après l'incident, tous ces guerriers et jeunes guerriers de Nuage Rouge décident de plier leurs affaires et de quitter Nuage Rouge pour rejoindre Sitting Bull et Crazy Horse qui se trouvent ailleurs. Juste une parenthèse pour vous donner une idée du style de démocratie dans ces sociétés indiennes d'Amérique du Nord. Ces jeunes gens, ces jeunes guerriers qui s'en vont, au départ, avaient choisi d'être sous le leadership de Nuage Rouge. Pourquoi ils avaient choisi Nuage Rouge? Parce que Nuage Rouge prenait des décisions et prodiguait des conseils qui allaient dans le même sens que l'opinion de ces jeunes gens. Or, il se trouve que Nuage Rouge n'ayant pas réagi de la manière dont ces jeunes gens s'attendaient face à l'incursion des soldats de Custer, eh bien ces jeunes gens décident que l'attitude de leur leader ne correspond plus à ce qu'ils attendent de lui, donc tout simplement, ils s'en vont. Voilà, c'est une démonstration de démocratie pure. Alors, je ferme la parenthèse. Nous allons sauter quelques mois et avancer, laisser passer l'hiver et arriver au printemps 1875. Alors, la rumeur sur les filons d'or n'a cessé de grandir et ce sont maintenant des centaines, voire des milliers de chercheurs d'or qui se précipitent sur cette route qui va être maintenant nommée par les Indiens la route des voleurs.
Le gouvernement, cette fois, envoie une autre colonne militaire pour constater ce qui est en train de se passer. Cette fois, la colonne est emmenée par le général Crook. Général Crook que les Sioux surnomment le général 3 étoiles, parce qu'il a 3 étoiles. Ce général Crook, pour faire une petite parenthèse, mais vous présenter qui il est, s'est déjà illustré lors des guerres indiennes dans le sud-ouest des États-Unis, et notamment contre les Apaches, qui, eux, lui avaient donné le surnom de Nantan-Lupan, ce qui veut dire le grand loup gris, sans doute dû à sa chevelure grise. Alors, à cette époque-là, maintenant, en 1875, il est surnommé Général Crook 3 étoiles par les Indiens Sioux. Donc, il procède à sa vérification et se rend compte qu'en effet, il y a des centaines, voire des milliers de prospecteurs qui sont là de manière illégale. Il se contentera simplement de leur faire remarquer qu'ils sont là de manière illégale, mais n'entamera aucune action militaire contre eux, puisque de toute façon, je pense qu'en son fort intérieur, il sait très bien comment ça va se terminer. Alors, vu l'ampleur de cette ruée vers l'or, Nuage Rouge ne décolère pas, ainsi qu'un de ses amis leaders de la tribu des Sichanrou Lakota, qui s'appelle Aigle Tacheté, en Lakota Sinte Gleshka. Voilà. Les deux leaders contactent Washington, qui cette fois-ci décide d'envoyer une commission, ou plutôt une délégation, ce qui est en fait toujours le signe du début de la fin. Alors, une délégation, pour faire un parallèle qui est assez intéressant, une délégation qu'on envoie chez les Amérindiens, en fait, c'est un échantillon représentatif de notre société. Une délégation est toujours formée par un leader politique, un leader ecclésiastique, un leader militaire et un leader commerçant. Alors, pour cette commission, le leader politique sera le sénateur William B. Allison, qui est, si je me souviens bien à l'époque, le sénateur de l'Iowa. Le leader ecclésiastique sera le révérend Samuel D. Heinemann, qui s'est déjà illustré chez les Santee-Sioux pour sa christianisation et d'autres histoires. Il y aura le général Alfred Terry pour les militaires, qui interviendra plus tard dans l'histoire, et le commerçant John Collins, qui est un commerçant du fort Laramie. Alors sur le chemin, pour s'assurer que les Indiens dits hostiles, c'est-à-dire ceux vivant hors réserve, seront présents en même temps que les Indiens des réserves pour les discussions, la délégation envoie des courriers à des gens comme Sitting Bull ou Crazy Horse pour leur stipuler de se trouver à tel endroit, à telle heure, pour les négociations. Ces deux derniers, Sitting Bull et Crazy Horse, dont je parlerai plus tard, plus en détail, ne s'embêtent pas avec le courrier et stipulent simplement aux messagers de rapporter à la délégation qu'ils ne céderont pas une once de terre. Cependant, Crazy Horse décide de déléguer un de ses guerriers qui s'appelle Little Big Man, rien à voir avec le film, mais dont je reparlerai plus tard. Alors nous arrivons au 20 septembre. Le 20 septembre 1875, au matin, la délégation est là, les quatre sont assis sur des sièges et sont entourés, ou plutôt derrière, il y a environ 120 soldats américains pour assurer leur protection. Et là, ils sont surpris, ils sont désagréablement surpris, parce que ce sont quelques milliers d'Indiens, Sioux, Arapaho et Cheyennes, qui se présentent pour le Conseil. Alors le problème que ça crée, je vous l'explique en deux mots, c'est qu'à l'époque, un traité est considéré comme valable uniquement si le trois quarts des Indiens mâles se trouvant là, à ce moment-là, et étant concernés par l'affaire, signent. Bon, vous imaginez bien que les milliers d'Indiens qui sont venus là, ce n'est pas pour ce qu'on appelle à l'époque toucher le crayon, puisque, j'ouvre une parenthèse que je referme vite, quand on parle de signer un traité, en ce qui concerne les Indiens d'Amérique, vous savez qu'ils n'utilisaient pas l'écriture. En fait, le processus est tout simple. Le scribe, à la fin du traité, sur le document, appose le nom du leader concerné. Une fois qu'il a apposé son nom, le leader concerné touche le crayon. On appelle ça toucher le crayon. C'est ce que nous appelons signer le traité. Donc, en ce matin du 20 septembre, ces quatre personnes de la délégation se trouvent en présence de ces milliers d'Indiens
qui arrivent alors de manière théâtrale, exprès pour faire une démonstration de force, qui arrivent par salve d'une centaine à chaque fois, en tirant en l'air et en poussant des cris de guerre, et qui viennent se ranger les uns après les autres de manière à former un grand cercle et à encercler toute la délégation ainsi que les soldats. Alors, la discussion ne mène strictement à rien. Les représentants de la délégation se rendent rapidement compte que les Indiens ne vendront absolument rien. Donc ils décident d'adopter une seconde approche qui est, vous allez le voir, originale et même humoristique. Ils proposent aux Indiens de leur prêter les Black Hills pour que les chercheurs d'or puissent en extraire tout l'or, et une fois tout l'or extrait des Black Hills, la région sera rendue aux Indiens. Alors, le leader Sintegleshka, Aigle Tacheté, qui se trouve là à l'époque, Nuage Rouge n'est pas venu, mais qui se trouve là, prend ça avec humour et leur dit « Mais est-ce que vous me prêteriez une équipe de mules sous les mêmes conditions ?» Donc, sur ce, arrive un messager de la part de Nuage Rouge. Ce messager s'appelle Shonkaluta, c'est-à-dire chien rouge. Le message de Nuage Rouge est une demande, en fait. Il demande une semaine de délai pour que tous les leaders présents puissent se regrouper en conseil et évaluer les propositions faites par la délégation. En fait, il n'en est rien, ils ne parleront jamais de ces propositions-là. De toute façon, ils les refusent, c'est simplement pour essayer d'avoir un coup d'avance sur ce qui va se passer ensuite. Donc, la délégation ne leur accorde pas une semaine de délai, mais simplement 3 jours. C'est donc 3 jours plus tard, le 23 septembre, au matin, que cette fois-ci, Nuage Rouge se présente et s'apprête à faire son discours. Or, il est coupé dans son élan par environ 300 guerriers qui apparaissent de nulle part et qui arrivent en chantant un chant de guerre et en tirant en l'air. Ces 300 guerriers sont emmenés par Little Big Man, le représentant de Crazy Horse dont je vous avais parlé un peu plus tôt. Ce dernier se présente devant la délégation, fait une démonstration de force en faisant cabrer son cheval, le faisant danser, en tirant des coups de fusil en l'air, s'arrête et en s'adressant à toutes les personnes présentes, annonce qu'il abattra lui-même tout chef signant le traité. Donc, sur ce, vous imaginez bien que le sénateur Allison, le représentant politique et le chef de cette délégation, préfère partir tranquillement et sans faire de bruit pour retrouver le fort en attendant que tout se calme. C'est donc quelques jours après que la délégation réussit quand même à convaincre une vingtaine de leaders à se réunir cette fois-ci sur le lieu même de l'agence de Nuage Rouge pour leur faire leur proposition finale. Proposition finale avec 2 alternatives. Voici la première. La première est de donner 400 000 dollars annuellement de droits d'exploitation aux Indiens. La deuxième proposition est l'achat des Black Hills pour la somme de 6 millions de dollars qui serait versée en 15 annuités. Alors 6 millions de dollars, ça paraît beaucoup à l'époque, mais c'est assez anecdotique quand on pense qu'une seule mine d'or des Black Hills rapportera ensuite 500 millions de dollars en or. Alors, Nuage Rouge, cette fois-ci, ne vient même pas. C'est son ami Sintegleshka, Aigle Tacheté, chez les Sitchanrou Lakota, qui est en charge de tout refuser. La délégation rentre donc bredouille à Washington et décide sur le champ, dès son arrivée à Washington, de donner une compensation de force aux Indiens et de leur prendre les Black Hills de toute façon. Ce qui ne traîne pas. Nous sommes maintenant le 9 novembre, donc vous voyez peu après ce 23 septembre, et un inspecteur de ce qu'on appelle Indian Bureau, qui sera plus tard le Bureau des Affaires Indiennes, BIA, mais qui n'est pas encore né sous cette égide, donc l'inspecteur Watkins fait son rapport. Son rapport est assez édifiant, vous allez le voir, c'est assez intéressant. Il dit que tous les Indiens vivant hors des réserves qu'il a rencontrées sont bien nourris, bien armés, sont nobles, ambitieux et indépendants.
ce qui représente une menace pour le système des réserves indiennes. Je vous laisse le soin de faire le parallèle avec notre style de société. Nous sommes donc le 9 novembre. Arrive maintenant le 22 novembre, où le secrétaire à la guerre met en garde contre les troubles à venir dans les Black Hills si tous les Indiens hostiles ne sont pas mis en réserve. Le 3 décembre, simplement quelques jours plus tard, le secrétaire à la guerre met en garde... pas le secrétaire à la guerre, le responsable des affaires indiennes, excusez-moi, qui s'appelle Edward Smith, ordonne aux Sioux et Cheyennes qui vivent hors réserve de retourner ou d'aller dans leurs réserves respectives à la date du 31 janvier. C'est-à-dire c'est un ultimatum pour que d'ici 2 mois, tous les Indiens dits hostiles se soient résignés à entrer en réserve. Nous allons passer directement au lendemain de la fin de cet ultimatum, c'est-à-dire le 1er février. Et là, le secrétaire de l'Intérieur notifie au secrétaire de la guerre que l'ultimatum ayant été atteint, c'est maintenant aux forces armées de régler le problème des Indiens hostiles. Donc ça ne chôme pas. 6 jours plus tard, le 7 février, le département de la guerre autorise le général en chef Sheridan à commencer les opérations en ce qui concerne Sitting Bull, Crazy Horse et les autres. Une petite parenthèse sur le général en chef Sheridan, il y a d'ailleurs un village dans le Montana qui porte son nom, j'ai traversé. Alors ce général en chef Sheridan est une personne qui s'est illustrée lui aussi pendant les guerres indiennes, mais d'une manière un peu plus... un peu moins glorieuse que Crook, vous allez le voir. Sheridan est l'instigateur de ce qu'il appelle la guerre totale. Vous voyez que la guerre totale n'est pas née au XXe siècle. Donc il est l'instigateur de la guerre totale qui constitue pour lui le fait de, dans un premier temps, éliminer quasiment totalement les bisons, qu'il sait être justement le supermarché des Indiens d'Amérique. Donc, à partir du moment où il décide ça, il y aura, pour la petite histoire, plus de 5 millions de bisons d'exterminés. Donc, pour lui, la guerre totale, c'est éliminer tous les bisons et aussi mener une guerre sans merci aux femmes et aux enfants en attaquant les villages, en les brûlant et en brûlant la nourriture, surtout dans la saison de l'hiver, qui constitue la saison où les Indiens sont le plus vulnérables. Nous devons donc ça à ce général en chef Sheridan. Et dernière anecdote pour vous situer le personnage, nous devons à Sheridan la phrase célèbre « Un bon Indien est un Indien mort ». Voilà. C'est donc le 8 février que le général Sheridan ordonne aux généraux Crook, 3 étoiles, et Terry de se préparer pour les opérations. Alors, un petit mot sur l'hiver de cette année-là, donc l'hiver 75-76. C'est un hiver qui a été très très rude, avec énormément de tempêtes de neige et de blizzards dans la région, ce qui a eu pour effet que les crieurs ou les messagers qui avaient été envoyés rejoindre les chefs leaders plutôt hostiles pour les mettre en garde, pour les prévenir de cet ultimatum, n'ont pas pu le faire en temps et en heure de toute façon, puisque la plupart sont arrivés à destination quelques semaines après la fin de l'ultimatum. Et de toute façon, l'hiver avait été tellement rude que aucun leader responsable n'aurait pris la décision de mettre en marche forcée les femmes, les enfants et les vieillards dans un tel blizzard. Ils les auraient condamnés à mort. De plus, vu la famine qui régnait sur les réserves cette année-là, avec l'histoire des denrées avariées, comme je vous ai parlé au préalable, si les hostiles étaient rentrés en réserve, ils seraient tous morts de faim. Preuve en est que cet hiver-là, même les Indiens non hostiles, c'est-à-dire ceux étant déjà en réserve, un grand nombre s'était échappé des réserves pour aller chercher de la nourriture ailleurs. Voilà pourquoi cet ultimatum a été pris de toute façon par tous les Indiens hostiles comme une simple déclaration de guerre. Donc nous sommes là vers la fin de l'hiver 75. À ce moment-là, tous les Indiens dits hostiles sont dans différentes tribus, sous la responsabilité de différents leaders et à des endroits différents pour passer l'hiver. La première attaque ne tardera pas, elle aura lieu le 17 mars. Alors, c'est le 17 mars que
sans prévenir, bien entendu, une colonne emmenée par le général Crook, 3 étoiles, va attaquer un village qu'elle croit être le village Oglala de Crazy Horse. C'est le colonel Reynolds qui est en charge de cette attaque. Il divise donc son attaque en 3 sections, comme ils ont l'habitude de faire. La première section fait comme à son habitude, rentre dans le village endormi, puisque c'est en pleine nuit, en tirant dans tous les tipis, sans savoir quelle cible ils vont atteindre, mais peu importe, vous imaginez bien. La deuxième section fait le tour pour prendre le village à revers. La troisième section s'occupe de voler les 1200 poneys qui se trouvent à côté du campement et qui appartiennent à ce camp. Le leader de ce camp, c'est Two Moon, 2 lunes. Donc, la réaction des Indiens stratégique, comme ils l'apprennent dès leur plus jeune enfance dans les jeux de société quand le village est attaqué. Les hommes sortent des tipis, mais restent à proximité en attrapant tout ce qui peut constituer une arme, pour se battre de manière statique, mais surtout de manière à ce que les femmes, les enfants et les vieillards aient le temps de se mettre à couvert. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils prennent des positions stratégiques pour continuer la bataille. C'est exactement ce qui se passe dans l'attaque de ce village qui a lieu en pleine nuit, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, bon, résultat des courses, village entièrement brûlé, provisions de nourriture entièrement brûlées et 1200 poneys volés. Il y a quand même un tour de force qui est effectué par ces Indiens cette même nuit, c'est que le chef de Lune, le leader de Lune dont je vous ai parlé, se débrouille pour suivre les militaires et repérer leur campement et dans la même nuit leur voler à son tour les 1200 poneys qu'ils viennent de lui prendre. Ça coûtera d'ailleurs la cour martiale au colonel Reynolds de s'être laissé avoir comme un bleu. Voilà. Donc voilà la tribu de Two Moons, donc, qui est en fait une tribu de Cheyennes. Dans les livres d'histoire, cette attaque est désignée comme l'attaque du village de Crazy Horse. En fait, c'est ni Crazy Horse ni des Lakota, ce sont des Cheyennes emmenés par le leader Two Moon. Alors je ne sais pas pourquoi ça n'a jamais été rectifié, mais ça ne doit pas représenter beaucoup d'importance pour les historiens américains. Alors voilà 2 lunes qui emmènent sa tribu en pleine nuit et qui essaye de rejoindre le campement, cette fois-ci de Crazy Horse, qui est à plusieurs kilomètres de là. Alors, comme je vous l'ai dit, on est mi-mars, donc c'est encore le plein hiver dans la région. Les gens ont sur eux uniquement les habits qu'ils avaient pour dormir. La température est en dessous de 0. Ils n'ont rien à manger. Ils réussiront quand même à marcher avec les femmes, les enfants et les vieillards pendant 3 jours, rejoindre le camp de Crazy Horse qui les accueillera, bien entendu, les nourrira, les réchauffera et les prendra dans son clan. Alors, nous arrivons à fin mars, avril, mai. Entre avril et mai, nous avons Crazy Horse donc, qui lève le camp et qui emmène les Oglala de sa tribu ainsi que les Cheyennes de Two Moon qu'il a récupérés. Il les emmène vers l'embouchure de la rivière Tongue, qui est dans le Montana, vers le mont Bighorn, là où Sitting Bull lui-même a passé l'hiver avec les Hunkpapa. Peu de temps après, c'est même le leader Nikrowoju, de chez les Lakota aussi, qui s'appelle Lame Deer, qui rejoint la bande de Sitting Bull, de Crazy Horse et de Two Moon. Le temps commence à se réchauffer avec le printemps et la fin du printemps, et ces bandes d'Indiens commencent à partir vers le nord pour trouver de l'herbe plus verte pour les poneys et pour chasser. Sur le chemin, ils sont rejoints par d'autres bandes, comme les Sans-Arc, les Brûlés, les Blackfoot et d'autres Cheyennes, et aussi par des Indiens qui sont des Indiens des réserves, mais qui sortent, comme je l'avais dit au préalable, qui sortent au printemps pour partir chasser. Ce groupe commence à devenir de plus en plus gros, rejoint par toutes ces bandes, et c'est un groupe conséquent d'Indiens, donc, qui se déplacent en territoire de chasse. Le mot d'ordre est donné, ne pas s'approcher des colons ou des soldats pour éviter toute échauffourée ou tout conflit. À un moment donné de son périple, ce groupe est rejoint aussi par des chasseurs Lakota qui viennent de la réserve de Rosebud. Mais ces chasseurs arrivent avec une rumeur extrêmement inquiétante.
c'est l'arrivée de très gros détachements de soldats américains de toutes parts, emmenés par Crook 3 étoiles, Terry et le général George Armstrong Custer. Alors nous arrivons au début de la lune où l'on fabrique du gras. C'est le terme Lakota pour le mois de juin. Sitting Bull et les Hunkpapa organisent leur danse du soleil. Vous savez que la danse du soleil, bon, je ne décrirai pas en détail parce que ça prendra un exposé en entier de toute façon que je ferai tôt ou tard, mais la danse du soleil, c'est le rituel le plus important chez les Indiens des plaines. Ça a lieu chaque année, environ vers la fin du printemps et le début de l'été. C'est un rituel qui dure 4 jours et 4 nuits. Chaque tribu l'organise un jour différent, voilà, voire un mois différent. Alors nous avons là, au début du mois de juin, Sitting Bull et les Hunkpapa qui organisent leur danse du soleil. Lors de ce rituel, Sitting Bull a une vision qui allait s'avérer être importante pour la suite. Quelle est cette vision? Bien, je vais vous le dire. Il entend tout d'abord une voix qui lui crie « Je te les donne, car ils n'ont pas d'oreilles ». Cette hallucination auditive est suivie d'une hallucination visuelle où il voit des soldats par centaines qui tombent du ciel, morts et sans les oreilles. Il en déduit donc que les esprits lui ont dit qu'un grand nombre de soldats américains allaient tomber sous ces balles parce qu'ils n'ont pas su écouter. Quelques jours plus tard, cette vision, une bande de Cheyennes, donc faisant partie de ce camp, décide de partir à la chasse pour nourrir le campement. Sur le chemin, il repère une colonne de soldats qui est en train de s'approcher. Il rentre donc au village prévenir tout le monde pour que des dispositions soient prises. Alors, le village décide de partager sa force de frappe en deux. Une moitié des guerriers restera au village pour défendre ce dernier au cas où cela soit nécessaire. L'autre moitié des guerriers partira à la rencontre de cette colonne pour l'attaquer. Donc, cette deuxième partie de la colonne part le 16 juin au soir, marche toute la nuit et arrive le 17 juin à l'aube en vue de la colonne. Donc ils attaquent la colonne de front une première fois et se replient tout de suite. Alors pourquoi cette stratégie? Dans les guerriers attaquant la colonne de soldats, il y a Tumun, celui dont le village avait été massacré, ce Cheyenne, mais il y a aussi un personnage qui va devenir de plus en plus célèbre et qui s'appelle Crazy Horse, le leader Oglala. Alors Crazy Horse, pour en dire 2 mots de plus, c'est un personnage très charismatique, un guerrier hors pair et surtout un mystique. C'est un personnage qui a pour habitude de pratiquer régulièrement un rituel que l'on appelle la quête de la vision chez les Indiens des plaines ou Ihamblecheya chez les Lakota, ce qui veut dire littéralement il supplie pour avoir une vision. C'est un rituel qui dure 4 jours et 4 nuits avec un jeûne total, c'est-à-dire sans eau non plus. Donc Crazy Horse a l'habitude de pratiquer ce rite de manière régulière et pour lui, pour sa vision des choses, quand il est en contact avec l'autre monde, il est en contact avec le monde réel. Pour Crazy Horse, le monde réel, c'est l'au-delà éternel. Le monde où il est en ce moment n'est qu'un monde passager et illusoire. Donc il a pour habitude à demander aux esprits du monde réel de lui donner des conseils sur la manière dont combattre les hommes blancs. Il dit avoir reçu des conseils de guerre et il les met à contribution justement lors de cette bataille. Voilà pourquoi en attaquant de front il se retire de suite et il continuera ce stratagème en utilisant ses forces divisées en tout petits groupes tout au long de la journée. Ce qui provoquera un étonnement dans la colonne américaine et qui la déstabilisera. Ils en seront même au point où leur colonne va se disloquer et se disperser. C'est alors là que Crazy Horse enverra sans cesse des petits groupes, des petits commandos pour intervenir chaque fois que 2 portions de la colonne américaine essayent de se réunifier. Et il va continuer ce stratagème jusqu'à ce que ce soit la débandade totale pour la colonne américaine. Ce jour-là, il y a un autre guerrier qui s'illustre, c'est un guerrier Cheyenne qui s'appelle Arrive en vue.
Alors, arrive en vue, passe la journée à faire des actions d'éclat et héroïques, finit par aller devant les soldats à quelques mètres de leur fusil pour les narguer et faire toutes sortes de figures avec son cheval. Bon, il finira quand même par avoir son cheval abattu, il tombera au sol, et nous verrons là un guerrier, un cavalier, qui s'avérera être une cavalière, sortir des rangs de chez les Cheyennes, foncer dans les rangs ennemis, récupérer Arrive en vue et le ramener à bon port. Qui est cette cavalière? Cette cavalière n'est autre que la sœur de Arrive en vue, qui était venue avec les guerriers pour aider et s'occuper des poneys. C'est pour ça que cette bataille du 17 juin est consignée dans le livre d'histoire comme la bataille de Rosebud, mais dans la tradition orale cheyenne, elle est consignée sous le nom de la bataille où la fille a sauvé son frère. C'était donc le 17 juin 1876, la lune où on fabrique du gras. Alors, ce groupe d'Indiens n'apprend que le lendemain qu'en fait, ils viennent de démolir la colonne du général Crook 3 étoiles, rien que ça. Ce général dépêche tout de suite des courriers pour prévenir Terry et Custer de ne pas attaquer ce groupe d'Indiens qui est considérable, qui a une force de frappe considérable, parce qu'une colonne seule ne peut pas en venir à bout. Nous verrons plus tard que ces courriers ne sont pas arrivés. Mais pour le moment, c'est-à-dire le lendemain, le 18 juin 1876, nous avons ce groupe d'Indiens qui constitue maintenant une dizaine de milliers de personnes, dont environ 4000 guerriers, qui décident de se mettre en marche pour atteindre un endroit dans le Montana et établir un campement pour l'été, campement sur un lieu qui s'appelle Little Big Horn.